Centre spatial guyanais, Kourou, 23 novembre 2023. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite qui nous amène au vol inaugural. Un vol très attendu, celui du lanceur Ariane 6, le successeur d'Ariane 5, avec malgré toutes les bonnes volontés, 4 ans de retard sur le planning initial. Le facteur humain est prépondérant dans tous les domaines de nos activités. Ce jour-là, une étape cruciale va être franchie, l'allumage du moteur principal Vulcain sur toute la durée d'un vol. C'est une étape fondamentale et on va bien voir, ça marchera. Le test se fera sans que ce monstre de 800 tonnes et 62 mètres de haut ne décolle. Mais il est absolument décisif. Cette pression, elle est sur nos épaules. On a besoin effectivement de mener tous ces essais à bien. Voilà, la journée était émouvante. Déjà, la préparation avant l'essai a vraiment été cruciale et vraiment intense. Une ultime campagne d'essai, avec un seul objectif, garantir la place de l'Europe dans l'espace. Tout commence vraiment en 1965, lorsque la France se dote de la fusée Diamant. Lancée à l'époque depuis la base saharienne d'Amaguir en Algérie, elle va permettre l'envoi d'Astérix, un satellite de 39 kg, qui à cette époque fait de la France la 3e puissance spatiale au monde. Diamant, auquel succédera le lanceur Ariane 1 à partir de 1979, après pas mal d'obstacles. Centre spatial de Kourou, salle de contrôle Jupiter. Nous sommes quelques heures avant l'allumage du moteur principal. Devant les pupitres, la tension monte. Aujourd'hui, on est sur une chronologie qui est vraiment orientée pour les essais vis-à-vis d'Ariane 6 et de son pas de tir. Côté CNES et côté moyens base de lancement, on est sur des moyens standards qui sont mis en œuvre de toute façon pour les missions habituelles, donc avec de la T-mesure, de la localisation. Bref, tout est fait comme pour un vrai lancement classique, durant lequel toutes les informations vitales du moteur sont données en temps réel grâce à la télémesure. Ingénieur et responsable des opérations de vol espère que grâce à ces contrôles très pointus, la date du futur lancement sera assurée. L'importance de la télémesure, c'est que ce sont nos antennes qui font la réception des émissions du lanceur, donc d'Ariane 6. Et donc c'est grâce à ces antennes qu'on peut ensuite récupérer les données utiles, le signal du lanceur, pour les envoyer à la sauvegarde vol et à Ariane Group et Ariane Espace. On a une base de lancement nouvelle, avec, je dirais, un banc de contrôle nouveau qui permet de piloter l'ensemble des systèmes, de communiquer avec le lanceur. Donc on va avoir le système, ce qu'on appelle la vidange. Au fur et à mesure, les ergols vont être brûlés, donc il va se passer des choses dans les réservoirs. On doit aussi analyser tout ça. L'ergol, un mélange d'hydrogène et d'oxygène liquide stocké à une température autour des moins 260 degrés, pour faire fonctionner le moteur principal. En tout, près de 150 tonnes de ce mélange vont ainsi partir en fumée en seulement quelques minutes. 3, 2, 1, allumage Vulcain. La mise à feu dure 426 secondes, l'équivalent de la durée d'utilisation du moteur Vulcain au cours du futur décollage d'Ariane 6. Durant ce test, nombreux sont ceux qui ont croisé les doigts. Ils ont en effet en mémoire toutes les difficultés rencontrées lors des 8 années de conception du lanceur, l'important retard pris et les 4 milliards d'euros investis dans son développement. Forcément, il y a des mauvaises surprises et on en a eu aussi bien sur les systèmes sol que sur le lanceur lui-même. Mais le juge de paix, ce sera le premier vol parce que ce sera là que pour la première fois, ce lanceur va rencontrer ses vraies conditions de vie. En attendant, en ce jour de novembre 2023, le moteur Vulcain remplit parfaitement son rôle. Et toutes les équipes peuvent enfin penser au vol inaugural. Une véritable odyssée pour Ariane. Elle a commencé en pleine jungle amazonienne, durant les années 60 et 70, avec rien de moins que la construction d'une ville, Kourou, autour d'un centre spatial complet, doté de toutes les infrastructures nécessaires pour élaborer, construire et piloter les futurs lanceurs européens. Des prouesses réalisées par des pionniers de l'espace, loin d'être oubliés par leurs successeurs.
Pour les deux versions d'Ariane 6, Ariane 62 et Ariane 64, en référence au nombre de boosters, on s'est ainsi inspiré de systèmes existants qui ont largement prouvé leur fiabilité ces dernières années. À l'image du booster P120C, dont les petits frères avaient équipé Ariane 5 ou encore le petit lanceur Vega C. Le processus de fabrication Regulus est toujours pareil. Ce qui a changé, c'est plutôt la recette du Propergol, parce que chaque lanceur a ses spécificités. Donc on peut dire changer la recette, mais pas la méthode. Le P120C, un gros cigare capable avec ses 140 tonnes de Propergol, un carburant solide, de générer 450 tonnes de poussée, soit 90% de ce qui est nécessaire à la fusée pour quitter le sol. Pour les futurs lancements d'Ariane 6, il en faudra 2 fois plus que pour Ariane 5. C'était assez facile et nous sommes confiants qu'on pourra atteindre la cadence demandée par Ariane Group. Car l'objectif avec les deux versions d'Ariane 6, c'est de transporter plus et plus loin que ses nouveaux concurrents, comme le Falcon 9 de SpaceX. Le développement d'Ariane 6 n'était pas né pour faire de la révolution technologique, disons-le. C'était aussi un choix qui était nécessaire pour pouvoir remplir une des missions d'Ariane 6, qui est celle de pouvoir faire jusqu'à 11, voire 12 lancements la même année. Et tout a été pensé pour. À commencer par les bâtiments d'assemblage du lanceur, capables de monter ce Lego géant à l'horizontale en un temps record. Nous étions très inquiets quant à notre capacité à faire en sorte que cela ne se plie pas comme une banane, que 304 trous de cette taille puissent s'assembler. Ça a fonctionné lors du premier test d'étanchéité. Ensuite, l'installation sur la base de lancement de la vraie nouveauté du lanceur, à savoir l'étage supérieur. Cette partie est capable, grâce à un autre moteur, d'amener les satellites au plus près de leur position orbitale finale, ou de placer lors d'un même vol des charges utiles sur des orbites différentes. Pour alimenter en toute sécurité cet étage en carburant, il a fallu mettre au point un système de bras géant, révolutionnaire. Alors, ce système est tellement révolutionnaire qui est basé sur une loi découverte et bien décrite par un tel Galileo Galilei il y a quelques centaines d'années. Ça s'appelle la loi de gravité parce que c'est le système d'ouverture des bras, c'est un système qui marche à contrepoids. Vous direz, alors c'est la chose la plus simple du monde, pourquoi vous vous êtes planté tellement? Mais on s'est planté tellement pour garantir la fiabilité. On a pris 2 ans, pas pour le définir, mais pour le mettre au point. Parce qu'on a besoin d'un système, dans les grandes dimensions, on a besoin d'un système qui a la précision d'une petite montre. Car l'industrie spatiale, ce n'est ni plus ni moins que du travail d'orfèvre à l'échelle d'un paquebot. C'était déjà le cas pour le lanceur Europa, la première collaboration européenne pour une fusée constituée de plusieurs étages. Il propulse et pilote le véhicule. Avec là aussi bon nombre de casse-têtes à résoudre et de très nombreux échecs à la clé. Qui seront mis à feu à la fin de la phase propulsive du premier étage. Avec les deux versions d'Ariane 6, l'échec du vol inaugural n'est pas une option. On a dans notre génération, notre ADN des pionniers européens, que le premier vol doit être un succès. Le premier vol doit être un succès. C'est un spectacle qui touche et fait vibrer le cœur. Donc, ce sera une journée spéciale. On a Ariane 6, on a Vega C, la réutilisation qui pointe le bout de son nez. Donc tout ça donne des perspectives très très réjouissantes pour la suite, pour les 20 prochaines années. Pouvoir réutiliser le matériel, c'est l'idée de Prometheus. Un projet de moteur réutilisable avec la promesse de permettre à Ariane 6 de remplir toutes ses missions en utilisant moins de ressources.